La Russie a lancé sa plus grande attaque de drones depuis le début de la guerre en Ukraine. Zelensky a qualifié cette attaque massive du plus grand nombre de cibles aériennes en une seule journée. L'escalade de Moscou s'intensifie. Plus de 700 drones ont été lancés pendant la nuit. La plus grande attaque de ce type depuis le début de la guerre, selon Kiev, avec un bébé parmi les victimes. Que Poutine n'a aucun intérêt à arrêter cette guerre. Aucun intérêt pour la paix. Le président Trump change de position sur l'envoi d'armes défensives à l'Ukraine, suite à la décision du Pentagone de geler l'expédition de certaines armes de défense aérienne la semaine dernière. Des sanctions contre la Russie avec des droits de douane pouvant aller jusqu'à 500% sur les pays qui achètent du pétrole et du gaz à ce pays. Concernant la dérogation mentionnée par le sénateur Graham, elle accorderait au président Trump plus de flexibilité dans l'application des sanctions. L'Ukraine vient de mener une frappe majeure contre un poste de commandement russe dans la région de Koursk, éliminant tout le commandement. Le président Trump admet maintenant publiquement que ce sont la Russie et Poutine qui ne veulent pas la paix. Ils veulent toute l'Ukraine. Alors, que fait Poutine pendant tout cela ? Il fait ce qu'il a toujours fait. Il attaque les civils ukrainiens. Les médias américains comme le New York Post couvrent désormais la façon dont la Russie s'en prend aux civils ukrainiens, allant même jusqu'à cibler un garçon d'1 an. Les terroristes russes ont délibérément pris pour cible un enfant et son arrière-grand-mère avec un drone dans la cour de leur maison, dans la région de Kherson. La femme de 64 ans a subi une commotion cérébrale et un traumatisme crânien fermé. Le petit Dmitrik a été tué sur le coup. Il n'avait qu'1 an et 2 mois. Ceci rappelle que la Russie est une nation de saleté et de terrorisme, et laissez-moi expliquer cette dernière affirmation. Bien sûr, nous ne voulons pas blâmer tous les Russes, mais une grande partie de la société russe paie activement les soldats russes pour commettre ces crimes de guerre. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe des chaînes Telegram en Russie où des Russes paient entre $5 par mois et des centaines, voire des milliers de dollars par mois, simplement pour voir des images de drones russes ciblant des civils ukrainiens et même des enfants ukrainiens. Ils appellent ça le safari humain. Et ces chaînes Telegram gagnent des centaines de milliers de dollars chaque mois pour commettre des crimes de guerre. Vraiment méprisables. Pendant ce temps, les Ukrainiens souffrent dans leur propre pays, dans leur propre maison. Les Russes profitent de la situation et en fait, encouragent les soldats russes à commettre des crimes de guerre. Voici un autre extrait montrant un petit garçon ukrainien, allongé sur un banc en train de pleurer, pendant que ses parents déblayent les décombres de leur maison après une attaque russe. Parler de ces chaînes Telegram liées aux crimes de guerre est clairement risqué, surtout sur YouTube, car comme vous pouvez le deviner, ce n'est pas adapté aux annonceurs. C'est la raison pour laquelle YouTube tend à limiter certaines de nos vidéos. Si vous pouvez nous aider en cliquant sur j'aime et s'abonner ci-dessous, cela nous aide vraiment à diffuser ces informations à plus de personnes. Maintenant, voyons pourquoi exactement la Russie agit de façon aussi folle ces derniers jours. En fait, ces derniers jours, la Russie a mené certaines des plus grandes attaques de drones depuis le début de cette guerre en février 2022. Et la raison en est simple. Les commandants russes et les blogueurs militaires russes, donc en gros les Russes qui couvrent cette guerre sur les chaînes Telegram, se retournent contre Poutine. Ils dénoncent publiquement l'échec de Poutine dans cette guerre et ils expliquent à quel point la Russie subit des pertes. Ici, nous avons un blogueur militaire russe qui affirme que tout le commandement de la 155e brigade a été anéanti dans la région de Koursk, après que 4 High Mobility Artillery Rocket Systems ukrainiens ont frappé avec précision. Il se plaint également de la mauvaise couverture de la guerre électronique et de la faible qualité des drones fabriqués par le gouvernement. Écoutons cet extrait. Personne ne nous dit que tout le commandement de la 155e brigade s'est fait complètement anéantir parce que 4 High Mobility Artillery Rocket Systems ont frappé la cible en plein dans le mille. Parce que notre guerre électronique ne fonctionne pas. Et c'est cher, ils ne l'achètent pas. Alors ces putains de drones, Dobrynia, cette merde qui ne vole pas doit être refaite. Ce putain de Sibérichek, je dis depuis toujours qu'il ne vole que 14 minutes tout seul.
Qui va-t-il soulever? Il arrive à peine à se soulever lui-même et à décoller. Voilà le genre de conneries auxquelles on fait face, les gars. Ce n'est pas seulement ce poste de commandement. De plus en plus de commandants russes meurent partout en Russie et dans les régions occupées par la Russie en Ukraine. Rien que la semaine dernière, nous avons réalisé 2 vidéos sur le nombre de généraux russes qui ont été assassinés par les forces ukrainiennes. Après cette frappe ukrainienne dans la région de Koursk, d'autres noms peuvent être ajoutés à cette liste. Le cardinal russe Sergueï Ilyine, le commandant de la 155e brigade d'infanterie navale, et le capitaine de 2e rang Alexandre Chipounov ont également été assassinés. Donc, pour se venger d'une frappe ukrainienne sur un avant-poste militaire, la Russie attaque et s'en prend aux équipements ukrainiens. Pendant ce temps, les médias russes mentent carrément à la population russe. Puisque c'est le type d'actualité qui est couvert par les médias américains, je suis certain qu'il y a des médias russes qui en parlent aussi. Pas les chaînes de télévision ou les journaux appartenant à l'État, mais des journalistes indépendants qui continuent de rapporter une certaine vérité sur cette invasion en cours de Poutine. C'est pourquoi les médias d'État russes doivent maintenant sortir et nier publiquement que, eh bien, la Russie ne tue aucun civil, même si nous avons des preuves photographiques. Nous en avons parlé plusieurs fois. Notez le faible pourcentage de pertes civiles en Ukraine comparé au nombre total de pertes militaires. Presque chaque nuit, des frappes massives en groupe sont menées, impliquant des centaines de drones. Solovyov a annoncé un record de 700 aujourd'hui. Il reste peu avant d'atteindre 1000. Aucune mention de victimes civiles n'est faite. Elles auraient forcément été signalées, et s'il y a des victimes, il s'agit soit d'employés du complexe militaro-industriel ukrainien, soit de membres des forces armées. Voilà pour ça. Bien sûr, il y a parfois des erreurs, mais ce sont des exceptions, des cas très rares. En particulier des frappes délibérées sur des rassemblements de citoyens ou sur des cibles purement civiles. Il y a eu 2 cas de ce genre, et les 2 ont été causés par la partie ukrainienne. Et la raison pour laquelle la Russie vise les civils ukrainiens, c'est parce qu'elle n'est pas capable de viser les sites militaires ukrainiens, ni de réaliser des avancées significatives sur les lignes de front. C'est pourquoi leur seul choix est de mettre la pression sur les civils ukrainiens, en espérant que l'Ukraine capitule à cause de cela. Mais malheureusement, il semble que les alliés de l'Ukraine intensifient leurs efforts, tandis que la Russie perd des soldats sur la ligne de front à un rythme énorme. Rien que ces 6 derniers mois, ils ont perdu 100 000 soldats. Et il s'agit de morts, pas seulement de blessés, pas de morts et de blessés, ce sont des morts, 100 000. Cela représente plus de 500 morts par jour, et si l'on prend en compte le fameux ratio de 3 blessés pour un mort, cela signifie que la Russie subit probablement plus de 2000 pertes chaque jour. Ce n'est pas tenable pour Poutine ou son régime. La perte de vies humaines est évidemment une préoccupation majeure d'un grand intérêt pour le président. Il est important de noter que depuis janvier de cette année, par exemple, du côté russe, ils ont perdu 100 000 soldats morts, pas blessés, je parle bien de morts. Du côté ukrainien, les chiffres sont plus faibles mais restent très élevés. Ainsi, le président n'aime pas les guerres qu'il considère comme un gaspillage d'argent et de vie. Il souhaite y mettre fin. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à cette guerre et à toute autre guerre qu'il pourra terminer, comme vous l'avez déjà vu. Nous allons donc continuer à y travailler. Nous comprenons que cela prend du temps et de la patience. Les propagandistes russes ne sont clairement pas satisfaits de cette déclaration, surtout qu'elle est intervenue juste après que le secrétaire d'État Rubio ait rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, puis qu'il ait publiquement déclaré que la Russie ne peut pas se permettre de perdre les gens qu'elle est en train de tuer. C'était la déclaration de Margarita Simonian, responsable de la télévision russe. Il n'y a pas de plus grande humiliation rituelle pour les diplomates américains que de devoir répéter les chiffres absurdes de Zelensky. Et nous essayons de prendre ces gens au sérieux. C'est l'exemple parfait de « ne regardons pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font ». Voilà à quel point les responsables russes ne veulent pas que les citoyens russes découvrent la vérité sur la guerre. Dès que des responsables américains ont commencé à faire des commentaires négatifs sur la Russie, la censure dans le pays a augmenté. L'Internet mobile est découpé dans 35 régions, touchant 50 millions de personnes, soit environ 35% de la population. Certaines zones n'ont plus accès à Internet depuis une semaine. Les régions en rouge plus foncé n'ont également pas de connectivité cellulaire. La Russie ne veut pas que son peuple découvre ce qui se passe,
Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les responsables russes. Voici la déclaration du président Trump ce matin. Le président a exprimé sa déception envers la Russie et a annoncé qu'il fera une déclaration importante à ce sujet lundi, selon Tom. Mais lorsqu'on l'a pressé de questions, il n'a pas précisé quelle serait cette déclaration. Le président a également déclaré qu'il venait de conclure un accord aujourd'hui avec l'OTAN, dans lequel il affirme que les États-Unis enverront des armes à l'Ukraine par l'intermédiaire de l'OTAN. Et l'OTAN, je cite, paie ses armes à 100%, y compris les systèmes de défense aérienne Patriot que l'Ukraine réclame, et l'OTAN va les distribuer. Nous avons contacté l'OTAN ce soir sans réponse pour le moment, Tom. Voici plus de détails sur les armes que les États-Unis vont envoyer. Pour la première fois, le président Trump vient d'approuver l'envoi de 300 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Le paquet peut inclure des intercepteurs de missiles Patriot et des roquettes Guided Multiple Launch Rocket System pour les High Mobility Artillery Rocket System. L'Ukraine a désespérément besoin de missiles Patriot. Une décision finale concernant l'équipement exact est attendue demain, lors de la réunion de l'administration. L'administration Trump utilisera l'autorité présidentielle de prélèvement, qui permet des transferts rapides d'armes à partir des stocks militaires américains existants en cas d'urgence. Dans le cadre du programme PDA, il reste 3,86 milliards de dollars disponibles pour l'Ukraine. Depuis l'invasion de la Russie, le Congrès américain a approuvé près de 175 milliards de dollars d'aide et d'assistance militaire pour l'Ukraine et les nations alliées. Les détails exacts seront communiqués plus tard. Aujourd'hui, nous vous les transmettrons demain. Mais d'après tous les rapports que j'ai vus, il semble qu'il s'agisse de 2 volets. Un volet concerne bien sûr les membres de l'OTAN, qui achètent des armes aux États-Unis, et ces armes sont ensuite transférées à l'Ukraine. Et le deuxième volet relève bien sûr du programme PDA, la Presidential Drawdown Authority, où Trump envoie directement des armes à l'Ukraine. Tout cela s'ajoute au paquet de sanctions dont nous avons parlé ces derniers jours sur cette chaîne, et ce paquet imposera des droits de douane de 500% à tout pays qui aide la machine de guerre russe. Ce que je veux dire par là, c'est que tout pays qui achète du pétrole russe se verra infliger un droit de douane de 500% sur tout commerce qu'il fera avec les États-Unis, alors qu'il y a 2 grands pays qui ne veulent pas que ce paquet soit approuvé. Il est actuellement devant le Sénat. Et ces 2 pays sont la Chine et l'Inde. Ils ont été de grands soutiens de la machine de guerre russe, en achetant du pétrole russe à des prix réduits et en réalisant d'énormes profits en le faisant. Il est clair que Poutine n'est pas satisfait de l'administration, ni même des déclarations de Trump. Voilà ce que les médias russes diffusent. Les responsables russes traitent publiquement Trump de perdant à cause de la façon dont il a réagi contre la Russie, alors que Poutine est assis juste là. Laissez-moi vous montrer l'extrait. Donald Trump avait plaidé pour un cessez-le-feu. Il peut à peine cacher sa frustration. Pour être honnête, on subit pas mal de bêtises de la part de Poutine. Le Kremlin affirme ne pas être impressionné par les propos virulents de Donald Trump cette semaine envers Vladimir Poutine. Et de toute façon, les Russes savent rendre l'appareil. Aujourd'hui, un journal russe populaire a qualifié les tentatives du président Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine d'échec lamentable. Et il a écrit qu'il a l'air d'un perdant. En revanche, les Russes entendent dire qu'ils sont une nation de gagnants. Et on les élève à le croire dès leur plus jeune âge. Ceci est un soi-disant festival patriotique à Noginsk, près de Moscou. Pensez à une fête de village avec des armes à feu et des drones kamikazes. Ici, le parfaitement normal se mélange avec ce qu'il est moins. Ces femmes tissent des filets de camouflage pour les soldats russes sur la ligne de front. Cela se terminera certainement par notre victoire, dit Valentina. Sinon, pourquoi faisons-nous tout cela? Cette dernière déclaration était cruciale. La Russie sera victorieuse. Sinon, pourquoi faisons-nous cela? C'est l'état d'esprit des partisans de Poutine en Russie. C'est quelque chose que Poutine a lui-même construit, et cela devient maintenant problématique pour lui. Parce qu'au début de cette opération militaire spéciale, il a dit que la Russie prendrait Kiev en 3 jours, en 72 heures. Et depuis lors, il n'a cessé de dire que les forces russes gagnent sur les lignes de front, qu'elles progressent. Donc il ne peut pas simplement accepter la défaite maintenant, car cela mettrait en danger sa propre base de pouvoir et son soutien dans le pays. C'est pourquoi, même avec toutes les pertes, la Russie continue d'avancer
et lance une dernière offensive. Voici plus de détails. Le correspondant militaire russe populaire Maxime prédit que cette offensive d'été sera la dernière de la Russie, avant que son économie ne s'effondre, ainsi que sa capacité à faire la guerre. Ce texte est apparu sur la chaîne privée Scout. L'état-major a remis à Poutine un plan pour une offensive dans la seconde moitié de l'été. Pour l'opération, ils ont proposé de libérer les militaires de la garde des frontières, afin qu'ils soient remplacés par des soldats nord-coréens, qui sont en cours d'entraînement pour cela. Le chef de l'état-major a personnellement informé le président de la préparation à une phase à grande échelle de l'opération dans les mois à venir, avec des avancées au-delà des nouvelles régions. Dans le scénario principal, auquel l'informateur s'est familiarisé, il est prévu de pénétrer profondément dans les régions de Soumy, Kharkiv et Dnipro, afin de créer une zone tampon d'ici la fin de l'été. Le document contient également des plans pour avancer vers Odessa. L'état-major général propose au président d'élargir la zone tampon autant que possible avant l'arrivée des pluies d'automne, lorsque les routes rendront difficile l'utilisation de l'équipement et obligeront les parties à passer à une guerre de position. Selon la source, la Russie aurait les ressources suffisantes pour mener une telle opération. Voilà donc la partie divulguée du document. Voici maintenant un correspondant militaire russe qui donne ou partage son avis sur ce document. Je pense que c'est presque du fantasme. Même si 30 000 Nord-Coréens remplacent nos gardes frontières, une grande offensive ne fonctionnera pas. La question de la paralysie de l'arrière des forces armées ukrainiennes par une opération aérienne n'a pas été résolue. La gestion et la logistique des forces armées ukrainiennes restent intactes. Par conséquent, le problème de l'utilisation massive de l'armée de drones par l'ennemi, qui crée une zone de mort de 50 km de profondeur à partir de la ligne de contact, n'a pas été résolu. C'est-à-dire que l'ennemi infligera des pertes monstrueuses à notre matériel et à notre infanterie, transformant nos tentatives d'attaque en une sorte de massacre offensif à la nivelle de la Première Guerre mondiale, tout en tenant la ligne elle-même avec des forces assez étirées. Notre supériorité quantitative, mais pas qualitative et pas en termes d'organisation de l'armée de drones, ne résout pas le problème. Nous n'avons pas organisé notre force aérienne, ne permettant pas d'assurer la protection contre la zone de combat locale. Par conséquent, quelle avancée sur Odessa était même possible? Seulement le lent écrasement des forces armées ukrainiennes, à un coût extrêmement élevé pour nous. Sinon, ce système, imprégné de népotisme et de simonie, de corruption et de stagnation, ce système ne sait pas comment mener des opérations de combat. Une chose est sûre, l'été est notre ultime chance. De plus, la crise économique, qui fait rage en Fédération de Russie, mettra fin à la capacité des pays de faire la guerre. L'Ukraine et la Russie commencent à ressentir la fatigue de la guerre. Aucune solution cosmétique ne peut corriger l'enchevêtrement d'occasions manquées, et la négligence totale de l'expérience de la guerre moderne que nous avons acquise depuis 2014 et 2022. Il est trop tard pour prendre des médicaments, quand vos reins ont déjà cessé de fonctionner. C'est pourquoi nous devrons faire ce que Trump veut. Le tweet se termine ici. On peut constater des signes que la Russie se prépare à quelque chose d'important ou qu'elle rencontre des difficultés économiques. Récemment, une nouvelle est sortie selon laquelle la Russie souhaite importer 1 million d'immigrants indiens cette année pour compenser le manque de main-d'œuvre causé par la mobilisation nécessaire à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine et les décès subséquents de centaines de milliers d'hommes russes. Maintenant, ce chiffre d'1 million est un peu suspect, car est-ce la manière russe de confirmer indirectement qu'ils ont eu 1 million de pertes? Peut-être, peut-être pas. Mais cela montre une chose, l'armée russe et l'économie russe sont en difficulté. C'est pourquoi ils demandent de l'aide à la Corée du Nord. C'est pourquoi ils achètent des armes et des missiles à l'Iran. Et c'est pourquoi ils importent des travailleurs d'Inde. L'économie russe ou l'armée ne peuvent pas tenir beaucoup plus longtemps.